Le sang coulait lentement sur le visage de l'homme en combinaison bleue, tandis que les agents de sécurité le traînaient dans les couloirs de marbre de l'hôtel le plus luxueux de Manhattan. Ses mains calleuses laissaient des traces rouges sur le sol immaculé, et les cris étouffés résonnaient entre les murs dorés comme un cauchemar silencieux. Il y a seulement 10 minutes, David Chen réparait le système de climatisation au sous-sol de ce palais de richesse, complètement inconscient que sa vie allait être bouleversée pour toujours. Le technicien en réfrigération de 42 ans s'était réveillé ce matin-là en pensant uniquement à terminer son travail et à rentrer chez lui, où sa fille de 8 ans, Lily, l'attendait avec un nouveau dessin accroché au réfrigérateur. Maintenant, le nez brisé et l'uniforme en lambeaux, il parvenait à peine à comprendre comment tout s'était effondré si rapidement. La douleur physique n'était rien comparée à la terreur qu'il ressentait en pensant à Lily découvrant que son père avait été arrêté. Qui prendrait soin d'elle? Qui lui expliquerait pourquoi papa n'était pas rentré à la maison? Dans le hall principal du Grand Metropolitan Hotel, 300 invités vêtus de smoking et de robes de créateurs observaient la scène avec un mélange de choc et de curiosité morbide. Parmi eux, assise à la table d'honneur, se trouvait Victoria Blackstone, l'une des femmes les plus puissantes du monde des affaires. À 35 ans, elle dirigeait un empire financier évalué à des milliards de dollars, mais à cet instant, sa peau foncée était pâle comme de la cendre. Ses mains élégantes tremblaient imperceptiblement tandis qu'elle tenait sa coupe de champagne, et quelque chose dans ses yeux sombres suggérait que cet homme ensanglanté signifiait beaucoup plus qu'il n'y paraissait. Mais pourquoi? Quelle connexion pouvait exister entre une magnate des affaires et un simple technicien en climatisation? L'événement était la vente aux enchères caritatives annuelles de la Fondation Blackstone, où les plus riches de New York se réunissaient pour faire des dons astronomiques en échange de reconnaissance sociale. Victoria était montée sur scène quelques instants plus tôt, souriant aux caméras et prononçant un discours sur la responsabilité sociale, lorsque les cris ont commencé à résonner dans les couloirs. « Lâchez-moi! Je n'ai rien fait !» criait David, sa voix rauque coupant l'air comme une lame. « Ma fille m'attend à la maison. » James Morrison, chef de la sécurité de l'hôtel et ancien militaire, dirigeait personnellement l'opération. Ses yeux froids ne montraient aucune compassion tandis qu'il observait les agents menotter David avec une force inutile. Pour lui, cet homme n'était qu'un problème de plus à résoudre, une tâche supplémentaire sur la réputation impeccable de l'établissement. « Appelez la police », ordonna Morrison sèchement. « Je veux que cet intrus soit hors d'ici avant l'arrivée des journalistes. » Mais David n'était pas un intrus. Il avait été embauché 3 jours plus tôt par la direction de l'hôtel pour résoudre un problème critique du système de climatisation. Il avait tous les documents, toutes les autorisations nécessaires. Comment avait-il alors été considéré comme un criminel aux yeux de ces gens? La réponse se trouvait dans les mains ensanglantées de David, qui serrait un petit objet métallique comme si sa vie en dépendait. C'était une ancienne médaille, usée par le temps, avec une inscription presque illisible. « Pour l'homme qui m'a donné une seconde chance, RB. » Victoria vit la médaille et son monde s'effondra. Ses jambes fléchirent, et elle dut s'appuyer sur la table pour ne pas s'évanouir. Des souvenirs longtemps enfouis commencèrent à ressurgir comme des vagues dévastatrices, apportant avec eux une douleur qu'elle avait passé 20 ans à essayer d'oublier. Le flashback la transporta instantanément à une nuit pluvieuse de décembre, alors qu'elle n'avait que 15 ans. La voiture familiale avait dérapé sur le pont gelé, plongeant dans les eaux sombres de la rivière Hudson. Son père, le puissant homme d'affaires Richard Blackstone, était inconscient sur le siège du conducteur, tandis qu'elle luttait désespérément pour sortir du véhicule qui coulait rapidement. C'est alors qu'il apparut, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui n'hésita pas à plonger dans les eaux glacées pour les sauver. David Chen, alors soldat en congé de l'armée, risqua sa propre vie pour secourir 2 personnes qu'il ne connaissait même pas. Il brisa la vitre de la voiture de ses propres mains, se coupant profondément, et transporta Victoria et son père vers la sécurité de la rive. Richard Blackstone resta dans le coma pendant 2 semaines après l'accident, mais lorsqu'il se réveilla enfin, il fit en sorte de retrouver son sauveur. Il découvrit que David était fils d'immigrants chinois, qu'il s'était enrôlé dans l'armée pour financer ses études. Richard ne se contenta pas de payer les études du jeune homme, il lui donna également cette médaille comme symbole de sa gratitude éternelle. « Tu m'as donné une seconde chance dans la vie », avait dit Richard ce jour-là. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, cette médaille sera ta garantie que la famille Blackstone n'oubliera jamais ce que tu as fait pour nous. » Mais Richard mourut 5 ans plus tard dans un accident d'avion, emportant avec lui tous les dossiers de cette dette de gratitude. Victoria, dévastée par la perte de son père et accaparée par la responsabilité de gérer l'empire familial, avait progressivement oublié l'existence de David Chen. Jusqu'à maintenant. Alors que les agents de sécurité traînaient David hors du hall, Victoria luttait contre la panique qui s'emparait de sa poitrine. Comment avait-elle pu laisser cela arriver? Comment était-elle devenue exactement le type de personne que son père méprisait le plus? Quelqu'un qui oublie la gratitude et l'humanité au nom du pouvoir et de la commodité.
David fut brutalement jeté sur le siège arrière d'une camionnette de sécurité, son dos heurtant le métal froid. À travers la fenêtre, il pouvait voir les lumières éclatantes de l'hôtel s'éloigner, avec sa dernière chance de prouver son innocence. Dans son esprit, il ne pensait qu'à Lily dessinant à la table de la cuisine, attendant qu'il arrive avec une pizza pour le dîner. Que ferait-elle quand la police frapperait à la porte? Comment une enfant de 8 ans pourrait-elle comprendre que son héros, l'homme qu'elle aimait le plus au monde, avait été arrêté comme un criminel ordinaire? Les larmes commencèrent enfin à couler sur le visage blessé de David, se mêlant au sang séché. Il ferma les yeux et murmura une prière silencieuse, demandant seulement que quelqu'un, quelque part, se souvienne de qui il était réellement. Si vous sentez votre cœur s'accélérer avec cette histoire d'injustice et de mystère, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir si David pourra prouver son innocence et si Victoria aura le courage d'affronter son passé. La sirène de la police déchirait l'air nocturne de Manhattan comme une lame glacée, s'approchant rapidement du Grand Metropolitan Hotel. Victoria Blackstone restait immobile dans sa chaise, observant par la fenêtre panoramique tandis que les lumières rouges et bleues se reflétaient sur les façades de verre des gratte-ciel environnants. Chaque clignotement de ces lumières était comme un coup de poing dans son estomac, lui rappelant qu'il ne lui restait que quelques minutes avant qu'il ne soit trop tard. James Morrison traversait le hall avec la confiance d'un prédateur qui venait de capturer sa proie. Ses pas résonnaient sur le marbre poli alors qu'il s'approchait de la table principale, où Victoria faisait semblant de consulter des documents sur sa tablette. Il travaillait dans cet hôtel depuis 15 ans, construisant une réputation impeccable d'efficacité brutale lorsqu'il s'agissait de résoudre des problèmes. « Madame Blackstone », dit Morrison, sa voix chargée d'une satisfaction malicieuse à peine dissimulée. « L'intrus a été neutralisé et est en train d'être transféré au commissariat. Je peux vous garantir que ce type d'embarras ne se reproduira pas dans notre établissement. » Victoria leva lentement les yeux, examinant le visage de l'homme devant elle. Morrison avait une 50aine d'années, des cheveux grisonnants coupés à la militaire et une cicatrice allant de l'oreille gauche jusqu'au menton, souvenir de ses années de mercenaire dans des pays dont il préférait ne pas mentionner les noms. Ses yeux étaient froids comme l'acier, et Victoria avait toujours su qu'il y avait quelque chose de profondément perturbant chez cet homme. « Intrus » répéta Victoria, sa voix restant neutre malgré la tempête qui rugissait en elle. « Êtes-vous sûr que c'est le mot approprié, monsieur Morrison ?» Le chef de la sécurité fronça les sourcils, interprétant mal la question comme une préoccupation pour les relations publiques. « Eh bien, si vous préférez, nous pouvons l'appeler individu suspect dans les rapports officiels. L'important est qu'il ne causera plus de problèmes. » Pendant que Morrison parlait, Victoria observait discrètement les autres invités autour d'elle. L'élite de New York avait repris ses conversations et ses toasts, comme si rien ne s'était passé. Pour eux, la violence à laquelle ils avaient assisté n'était qu'un divertissement passager, une anecdote intéressante à raconter dans leur club exclusif le lendemain. À la table voisine, Patricia Whitmore, héritière d'une fortune pétrolière, riait aux éclats en imitant les cris de David pour son cercle d'amis mondaines. « Vous avez vu comment il suppliait ?» dit-elle, essuyant des larmes de rire avec un mouchoir en soie. « Ma fille, ma fille !» Comme si quelqu'un ici se souciait de l'enfant d'un intrus. La colère que Victoria ressentait était comme de la lave bouillante montant dans sa gorge, mais elle l'avala avec la pratique de décennies de contrôle des émotions lors de réunions d'affaires. Elle avait appris dès son jeune âge que montrer une faiblesse dans le monde des puissants était une invitation au massacre. Dans la camionnette de sécurité, David était transporté à travers les rues animées de Manhattan. Ses mains menottées tremblaient, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi du panique absolu qui envahissait son esprit. Lily serait à la maison à ce moment-là, faisant ses devoirs de mathématiques à la table de la cuisine, regardant l'horloge toutes les quelques minutes et se demandant pourquoi papa était en retard. Le policier qui conduisait la camionnette, le sergent Rodriguez, observait David dans le rétroviseur. Vétéran de 20 ans de la force, il avait vu des milliers de criminels, et quelque chose chez cet homme ne correspondait pas au schéma habituel. La plupart des suspects criaient leur innocence avec un désespoir théâtral, mais David pleurait en silence, ses larmes sincères coulant sur des blessures qui semblaient inutilement brutales. « Écoutez, » dit Rodriguez, sa voix plus douce que David ne l'attendait. « Si vous n'avez vraiment rien fait, vous aurez votre chance de le prouver au commissariat. Mais vous devez me dire ce que vous faisiez dans cet hôtel. » David leva les yeux gonflés, voyant une étincelle d'humanité dans le regard du policier. « Je travaille pour Central Tech Solutions, » réussit-il à dire à travers ses lèvres gercées. « J'ai été embauché pour réparer le système de climatisation de l'hôtel. J'ai tous les documents, ils étaient dans ma boîte à outils. » Rodriguez fronça les sourcils. Il avait vu la boîte à outils être confisquée par les agents de l'hôtel, mais lorsqu'il avait demandé des documents, Morrison avait dit que l'homme n'avait aucune autorisation pour être sur place. Il y avait quelque chose qui n'avait aucun sens dans toute cette histoire.
De retour à l'hôtel, Victoria se leva enfin de sa chaise, ses jambes encore tremblantes à cause de la révélation qu'elle avait eue quelques instants plus tôt. Elle devait agir, mais savait que le moindre faux pas pourrait éveiller les soupçons sur sa connexion avec David. Morrison était connu pour sa nature paranoïaque et n'hésiterait pas à enquêter sur tout comportement étrange. « Monsieur Morrison, » dit Victoria, gardant sa voix ferme et autoritaire. « Je dois examiner les protocoles de sécurité de cet incident pour mon rapport à la direction. Pourriez-vous me fournir une copie complète des documents confisqués au suspect ?» Morrison hésita une fraction de seconde, quelque chose que Victoria remarqua immédiatement. « Bien sûr, Madame Blackstone. Mais je dois mentionner que nous avons trouvé des preuves assez incriminantes en sa possession. »« Quel genre de preuves ?» demanda Victoria, le cœur battant. « Eh bien, » dit Morrison, baissant la voix de façon conspiratrice, « il transportait quelques objets personnels qui suggèrent une obsession malsaine envers votre famille. Vieilles photos, coupures de journaux, ce genre de choses. Clairement le travail d'un stalker professionnel. » Victoria eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Morrison mentait effrontément, fabriquant des preuves pour justifier sa brutalité. Mais pourquoi? Quel intérêt pouvait-il avoir à détruire un technicien en climatisation innocent? La réponse vint comme un éclair lorsque Victoria se souvint d'une conversation qu'elle avait eue avec Morrison 3 semaines auparavant. Elle envisageait de renouveler le contrat de sécurité de l'hôtel, mais avait mentionné en passant qu'elle évaluait également des propositions d'autres entreprises. Morrison avait paru visiblement nerveux, insistant sur le fait que sa société offrait un service irremplaçable. Maintenant, elle comprenait. Morrison avait orchestré tout ce spectacle pour prouver son importance indispensable. Il avait transformé David en bouc émissaire, un exemple dramatique de la dépendance de la sécurité de l'hôtel à son expertise. C'était un plan aussi cruel que brillant, et il fonctionnerait probablement parfaitement. Sauf si quelqu'un connaissait la vérité sur qui David était réellement. Alors que ces révélations éclataient dans son esprit, Victoria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Une colère pure et cristalline qui brûlait comme du feu liquide dans ses veines. Morrison ne détruisait pas seulement un homme innocent. Il profanait la mémoire de son père et tout ce pourquoi Richard Blackstone s'était battu. Au commissariat, David fut jeté dans une cellule petite et humide qui sentait le désinfectant et le désespoir. Ses mains tremblaient encore lorsqu'il parvint enfin au téléphone public, composant le numéro qu'il connaissait par cœur, celui de Mrs. Chen, sa voisine âgée qui s'occupait parfois de Lily lorsque David devait travailler tard. Mrs. Chen. Sa voix était brisée, méconnaissable. C'est David. Je ne pourrai pas rentrer à la maison ce soir. Pouvez-vous prendre soin de Lily pour moi? La voix inquiète de la femme se fit entendre à travers la ligne. David, que s'est-il passé? Vous semblez. S'il vous plaît, l'interrompit-il, les larmes recommençant à couler. Promettez-moi juste de ne laisser personne emmener ma fille. Promettez de la protéger tant que je ne serai pas là. De l'autre côté de la ligne, Mrs. Chen pouvait entendre le bruit des grilles qui se fermaient et des voix hostiles au loin. Son cœur se brisa en imaginant ce qui avait pu arriver à cet homme gentil qui avait été comme un fils pour elle depuis qu'il avait emménagé dans l'appartement voisin. « Je promets, David, » murmura-t-elle. « Lily sera en sécurité avec moi. Mais vous devez me dire ce qui se passe. » David regarda autour de la cellule, voyant les autres prisonniers qu'il observait avec curiosité prédatrice. Il savait que chaque mot qu'il prononçait pourrait être utilisé contre lui, mais il savait aussi que Mrs. Chen était la seule personne au monde en qui il pouvait avoir une confiance totale. « Quelqu'un essaie de me détruire, » dit-il enfin. « Et je ne sais pas pourquoi. » Victoria Blackstone quitta le Grand Metropolitan Hotel à 3 heures du matin, mais ne rentra pas chez elle. Au lieu de cela, elle conduisit son Bentley noir à travers les rues désertes de Manhattan jusqu'à un immeuble commercial apparemment abandonné dans le quartier financier. Le lieu semblait désert, mais Victoria savait qu'au cœur de cet édifice fonctionnait l'une des opérations d'enquête privées les plus sophistiquées du pays. Marcus Kane était un homme qui n'existait pas officiellement. Ancien agent de la CIA, retraité prématurément après une mission qui avait terriblement mal tourné, il vendait désormais ses services à des clients capables de payer pour obtenir des informations inexistantes ailleurs. Victoria l'avait engagé seulement 2 fois auparavant, et dans les 2 cas, il avait livré des résultats qui avaient sauvé son empire de scandales dévastateurs. Madame Blackstone, dit Kane lorsqu'elle émergea de l'ascenseur privé menant à son bureau au 15e étage. C'était un homme mince, d'âge moyen, aux cheveux gris et aux yeux qui semblaient voir à travers l'âme des gens. Je m'imaginais que vous viendriez ici tôt ou tard. James Morrison fait des mouvements très audacieux ces derniers temps. Victoria ne fut pas surprise que Kane sache déjà ce qui s'était passé cette nuit-là.
L'homme disposait d'un réseau d'informateurs qui s'étendait des cuisines des hôtels les plus luxueux aux bureaux des procureurs les plus puissants de la ville. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Morrison dans les 6 prochaines heures, » dit Victoria en posant une enveloppe pleine d'argent sur la table. « Et je veux tout savoir, depuis le moment où il a commencé à travailler pour l'hôtel jusqu'à ce qu'il ait mangé au petit déjeuner hier. » Kane prit l'enveloppe sans l'ouvrir. Il savait que Victoria payait toujours généreusement, et l'urgence dans sa voix suggérait qu'elle était prête à payer encore plus que d'habitude. « Puis-je demander quel est votre intérêt spécifique pour M. Morrison ?» demanda Kane, déjà en train de taper des commandes sur l'un des multiples ordinateurs occupant son bureau. Victoria hésita un instant. Révéler sa connexion avec David serait exposer une vulnérabilité qui pourrait être utilisée contre elle à l'avenir. Mais elle savait aussi que Kane était la seule personne capable de l'aider à démêler la toile de mensonges que Morrison avait tissée. « Il est en train de détruire un homme innocent pour protéger ses propres intérêts, » dit-elle enfin. « Et cela ne peut pas continuer. » Pendant que Kane commençait son travail, Victoria se rendit au commissariat où David était détenu. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui rendre visite directement sans éveiller les soupçons, mais elle avait d'autres plans. Pendant des années à bâtir son empire, elle avait appris que l'information était pouvoir, et que le pouvoir pouvait s'exercer de multiples façons. Le sergent Rodriguez terminait son service lorsqu'il reçut un appel étrange. La voix à l'autre bout de la ligne était celle d'une femme plus âgée, qui se présenta comme Mrs. Chen. « S'il vous plaît, officier, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Vous avez arrêté mon voisin David Chen ce soir. Je sais que c'est un homme bon. Il s'occupe seul de sa fille depuis que sa femme est morte il y a 3 ans. Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit de sa vie. » Rodriguez fronça les sourcils. Il avait passé les dernières heures à examiner le dossier et quelque chose ne collait pas. Les documents de Morrison étaient convaincants, mais lorsqu'il tenta de vérifier les preuves supposées trouvées sur David, il découvrit que tout avait été perdu pendant le transport au commissariat. « Mrs. Chen, » dit Rodriguez doucement, « je comprends votre inquiétude, mais votre voisin a été pris dans une situation très compromettante. Il se trouvait dans une zone restreinte d'un hôtel de luxe sans autorisation. »« Mais il avait l'autorisation, » s'exclama Mrs. Chen. « Je l'ai vu sortir de chez lui ce matin. Il portait tous les documents dans une chemise jaune. Il fait toujours cela quand il travaille dans de grands hôtels. » Rodriguez s'arrêta d'écrire. Une chemise jaune? Morrison avait affirmé que David n'avait aucun document. Une nouvelle incohérence dans une liste qui grandissait rapidement. Dans la cellule, David n'arrivait pas à dormir. Son esprit ne cessait de tourner, essayant de comprendre comment sa vie avait pu s'effondrer si complètement en quelques heures. Il pensait à Lily, qui devait probablement dormir dans l'appartement de Mrs. Chen, sans se douter du cauchemar qui s'était abattu sur eux. C'est alors qu'il se souvint de l'avocat. 20 ans auparavant, alors que Richard Blackstone se remettait à l'hôpital après l'accident, il avait insisté pour que David accepte non seulement une aide financière, mais aussi une protection juridique. Dans un monde comme le nôtre, avait dit Richard, un homme bon a besoin de protection contre ceux qui ne le sont pas. L'avocat était Harold Watson, l'un des meilleurs avocats pénalistes de New York. Richard avait payé ses services pour toute la vie de David, une police d'assurance légale qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. David avait gardé la carte de Watson toutes ces années, mais n'avait jamais pensé avoir besoin de s'en servir. Maintenant, dans cette cellule froide, David comprenait enfin pourquoi Richard avait été si insistant. C'était comme si l'homme avait prévu qu'un jour David aurait besoin de toute l'aide possible pour protéger tout ce qu'il aimait. Lorsque David parvint enfin à passer son appel légal, Watson répondit dès la première sonnerie, malgré qu'il fût 4 heures du matin. « David Chen » dit Watson, sa voix immédiatement alerte. « Richard m'avait dit que ce jour pourrait arriver. Où êtes-vous » 2 heures plus tard, Watson arriva au commissariat tel un ouragan en costume à $3000. Il avait passé les 20 dernières années à attendre cet appel, et quand il arriva enfin, il était plus que prêt. Richard Blackstone avait été non seulement son client, mais aussi son ami le plus proche, et protéger David était une question d'honneur personnel. « Je veux voir mon client immédiatement », exigea Watson, posant ses documents sur le bureau du commissaire de service. « Et je veux une explication détaillée sur la raison pour laquelle un technicien agréé avec autorisation valide pour travailler au Grand Metropolitan Hotel est traité comme un criminel. » Le commissaire, un homme expérimenté nommé Capitaine Murphy, examina les documents avec un malaise croissant. Watson n'était pas un avocat ordinaire. Il était une légende du système judiciaire de New York, connu pour démanteler des dossiers apparemment solides et ne jamais perdre lorsqu'il défendait des clients innocents. Pendant ce temps, Marcus Kane avait découvert des informations qui feraient regretter à Morrison d'être sorti du lit ce matin-là.
Les registres financiers montraient des transferts suspects depuis des comptes offshore vers des sociétés écrans liées à Morrison. Il y avait des preuves qu'il faisait chanter d'autres clients de l'hôtel depuis des années, utilisant des informations confidentielles obtenues via le système de sécurité pour extorquer de l'argent. Plus troublant encore, Kane découvrit que Morrison avait falsifié des preuves dans au moins 4 affaires précédentes, impliquant toujours des personnes qu'il considérait comme une menace à son contrôle sur l'hôtel. David n'était pas sa première victime, seulement la plus récente. Victoria reçut le rapport de Kane alors qu'elle était assise dans sa voiture devant le commissariat. À chaque page lue, sa colère augmentait de façon exponentielle. Morrison n'était pas seulement corrompu, c'était un prédateur qui utilisait sa position pour détruire systématiquement des vies innocentes. Mais il y avait quelque chose d'autre dans le rapport qui la laissa complètement choquée. Kane avait découvert que Morrison savait exactement qui était David dès son arrivée à l'hôtel. Il avait une photo de la cérémonie où Richard remit la médaille à David et connaissait la promesse de protection qui avait été faite. Morrison avait attaqué David spécifiquement parce qu'il savait qu'il avait un lien avec la famille Blackstone. C'était un coup calculé pour montrer que même la gratitude des puissants ne pouvait protéger quelqu'un de sa fureur. C'était également un message direct à Victoria. Une démonstration qu'il connaissait ses secrets et n'hésiterait pas à les utiliser contre elle. Cette découverte changea tout. Il ne s'agissait plus seulement de sauver David de l'injustice, il s'agissait d'une guerre déclarée entre Victoria et Morrison. Une bataille qui déterminerait non seulement le destin de David et Lily, mais aussi l'avenir de l'héritage laissé par Richard. Victoria rangea le rapport et prit son téléphone. Il était temps de montrer à Morrison qu'il avait choisi la mauvaise personne à antagoniser. La fille de Richard Blackstone était sur le point de rappeler au monde pourquoi sa famille avait construit un empire, et pourquoi ceux qui les défiaient finissaient toujours détruits dans le processus. Le Grand Metropolitan Hotel était en panique le lendemain matin. Des journalistes encerclaient l'entrée principale comme des vautours, les caméras clignotant sans cesse tandis que les reporters hurlaient des questions sur le scandale survenu pendant la nuit. Quelqu'un avait divulgué à la presse des informations dévastatrices sur James Morrison et ses pratiques illégales. Morrison se trouvait dans son bureau au sous-sol de l'hôtel, en sueur, observant les informations à la télévision. Sa réputation était détruite en direct, avec des détails précis sur ses opérations de chantage, de falsification de preuves et d'abus de pouvoir. Il savait qu'il n'y avait qu'une seule personne disposant des ressources et de l'influence nécessaires pour orchestrer une attaque aussi coordonnée. Victoria Blackstone. Au commissariat, Harold Watson avait réussi non seulement à obtenir la libération immédiate de David, mais aussi à lancer une enquête officielle sur la mauvaise conduite policière. Le capitaine Murphy, mis sous pression par des preuves irréfutables de l'innocence de David et par la présence intimidante de l'avocat le plus redouté de New York, avait été forcé d'admettre que des erreurs procédurales avaient été commises. David sortit du commissariat comme un homme renaissant, mais restait confus quant à la manière dont sa chance avait changé si radicalement. Watson l'attendait sur les marches, tenant une mallette en cuir contenant des documents qui allaient changer sa vie à jamais. « David », dit Watson, posant une main paternelle sur l'épaule du plus jeune homme, « Richard m'a préparé à ce jour il y a longtemps. Il savait que quelqu'un finirait par essayer de t'atteindre pour arriver jusqu'à lui, même après sa mort. »« Je ne comprends pas, » murmura David, encore en train d'assimiler sa libération soudaine. Watson ouvrit la mallette et révéla des photographies, des documents légaux et une lettre manuscrite de Richard Blackstone. « Richard n'a pas seulement payé pour ton éducation et ta protection légale, David. Il a aussi constitué un fonds fiduciaire en ton nom, qui a grandi au cours des 20 dernières années. Tu es officiellement multimillionnaire. » David chancela, s'appuyant contre le mur du commissariat. Ceci ne peut pas être réel. C'est très réel, confirma Watson. Et il y a plus. Richard a laissé des instructions spécifiques selon lesquelles, si jamais tu étais attaqué ou poursuivi, Victoria devait être informée immédiatement. Elle sait non seulement qui tu es, David, elle se bat pour te protéger en ce moment même. Alors que David luttait pour assimiler ces révélations explosives, Victoria mettait en œuvre la phase finale de son plan. Elle avait convoqué une réunion d'urgence à l'hôtel, réunissant tous les investisseurs, les membres du conseil d'administration et les autorités concernées. Le grand hall, qui avait été le théâtre de l'humiliation de David la nuit précédente, serait maintenant le cadre de sa pleine réhabilitation. Morrison tenta de fuir lorsqu'il apprit la réunion, mais découvrit que Victoria avait anticipé sa réaction. Des agents fédéraux l'attendaient à la sortie de l'hôtel, armés de mandats d'arrêt basés sur les preuves découvertes par Kane. Il n'y avait aucune échappatoire. « Mesdames et messieurs, » commença Victoria, sa voix résonnant dans le hall silencieux, « hier soir, vous avez tous été témoins de ce que vous croyez être l'élimination justifiée d'un intrus. Aujourd'hui, vous découvrirez la vérité sur ce qui s'est réellement passé. » Patricia Whitmore, qui avait ridiculisé David la veille,
était visiblement mal à l'aise sur sa chaise. Quelque chose dans le ton de Victoria suggérait que des conséquences sérieuses allaient suivre. Victoria activa un projecteur et commença à montrer les preuves compilées par Kane. Des documents bancaires montraient les opérations de chantage de Morrison. Des enregistrements de sécurité révélaient comment il avait planté de fausses preuves par le passé. Des emails interceptés prouvaient qu'il avait orchestré toute la situation pour impressionner les investisseurs et garantir le renouvellement de son contrat. L'homme que vous avez vu être brutalement agressé et arrêté hier soir, continua Victoria, n'était pas seulement innocent, mais c'est aussi un héros qui a sauvé ma vie et celle de mon père il y a 20 ans. Le silence dans le hall était funèbre. Beaucoup commencèrent à réaliser l'ampleur de l'erreur qu'ils avaient commise en restant passifs face à l'injustice. C'est alors que les portes du hall s'ouvrirent, et David entra accompagné de Watson. Il avait été nettoyé et soigné pour ses blessures, mais les marques de violence étaient encore visibles sur son visage. Son uniforme avait été remplacé par un simple costume, mais digne. Victoria sentit son cœur s'accélérer en le voyant. Pendant 20 ans, elle avait essayé d'oublier le visage de l'homme qui avait sauvé sa vie. Mais maintenant, le regardant directement, tous les souvenirs revenaient avec une force dévastatrice. « David Chen, dit-elle, sa voix se brisant légèrement, je tiens à présenter mes excuses les plus sincères en votre nom et au nom de tous les présents. Ce qui vous est arrivé hier soir était une injustice impardonnable. » David marcha lentement vers l'avant du hall, ses yeux balayant le public qui était resté silencieux pendant qu'il souffrait. Arrivé sur scène, il se tourna pour faire face aux mêmes personnes qu'il avait vues être traînées comme un animal. « Je m'appelle David Chen, dit-il, sa voix claire et ferme malgré ses blessures. Je suis technicien en réfrigération, père célibataire et vétéran de l'armée américaine. Hier soir, vous m'avez vu comme moins qu'humain parce que je ne porte pas de costume cher et ne fréquente pas les restaurants de luxe. » Patricia Whitmore baissa la tête, incapable de regarder l'homme qu'elle avait si cruellement moqué. « Mais je suis aussi l'homme qui a plongé dans les eaux glacées du Hudson pour sauver Richard Blackstone et sa fille, » continua David. « Je ne l'ai pas fait en espérant une récompense. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. » Victoria s'approcha de la scène, sortant de son sac la médaille que Richard avait donnée à David des décennies auparavant. Kane avait réussi à la récupérer parmi les « preuves » confisquées par Morrison. « Cette médaille, » dit Victoria, la tenant pour que tous puissent la voir, a été donnée par mon père à l'homme qui lui a donné une seconde chance de vie. David Chen n'est pas seulement un héros, il fait partie de la famille. La déclaration résonna dans le hall comme un tonnerre. Victoria Blackstone, l'une des femmes les plus puissantes du monde, venait d'adopter publiquement David comme membre de sa famille. Morrison fut amené menotté par les agents fédéraux, son arrogance précédente remplacée par un désespoir pur. Lorsqu'il vit Victoria et David ensemble sur scène, son visage pâlit en comprenant pleinement à quel point il avait sous-estimé son adversaire. « James Morrison, » dit Victoria, regardant directement l'homme qui avait tenté de détruire David, « vous n'avez pas seulement attaqué un homme innocent. Vous avez attaqué ma famille. Et c'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais. » David s'avança vers Morrison, s'arrêtant à quelques centimètres de lui. Pendant un instant, tous attendirent une explosion de colère ou de violence. Au lieu de cela, David le regarda simplement dans les yeux et dit « J'espère que vous comprendrez que chaque personne a de la valeur, peu importe l'argent qu'elle possède. » La réponse de David, pardon au lieu de vengeance, sagesse au lieu de colère, fit taire complètement le hall. Même Morrison sembla dévasté par la grâce démontrée par l'homme qu'il avait tenté de détruire. Victoria s'approcha de David, et devant toutes ces personnes puissantes, lui tendit la main. « David Chen, » dit-elle, « voudriez-vous m'honorer en acceptant une invitation à dîner? Il y a une petite fille nommée Lily qui aimerait beaucoup vous rencontrer. » David sourit, le premier sourire sincère en 24 heures, et prit la main de Victoria. « Elle serait ravie de vous rencontrer, Victoria. Et moi, je n'ai jamais oublié cette nuit sur le fleuve. »« Moi non plus, » murmura Victoria, des larmes coulant enfin sur son visage. Alors que Morrison était emmené et que les journalistes enregistraient chaque moment de la réconciliation historique, Patricia Whitmore s'approcha timidement de David. « Monsieur Chen, » dit-elle, la voix tremblante de honte, « il n'y a pas de mots suffisants pour exprimer combien je suis désolé pour mon comportement hier soir. Puis-je faire quelque chose pour me racheter ?» David l'observa un moment, puis sourit doucement. « Traitez la prochaine personne que vous rencontrerez avec la même dignité que vous aimeriez recevoir. Cela sera plus que suffisant. » 3 mois plus tard, le modeste appartement de David Chen s'était transformé en quelque chose d'irconisable. Non pas parce qu'il avait déménagé dans un manoir, il avait catégoriquement refusé cette idée, mais parce qu'il était rempli de vie, de rire et de l'odeur constante de plats faits maison.
Victoria Blackstone était devenue une présence régulière dans la vie de David et Lily, découvrant une famille dont elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Ce samedi matin spécial, Lily Shane Blackstone, elle avait insisté pour ajouter le nom de famille, était dans la cuisine, aidant son père à préparer des pancakes, tandis que Victoria essayait désespérément de ne pas brûler le bacon. Pour une femme qui dirigeait un empire milliardaire, cuisiner s'était révélé étonnamment difficile. « Tante Victoria », dit Lily, utilisant le titre qu'elle avait choisi spontanément quelques semaines auparavant, « tu le fais encore mal. Le bacon ne doit pas devenir noir comme ça. » Victoria rit, un vrai rire léger et détendu qu'elle avait rarement expérimenté avant de rencontrer cette fille extraordinaire. « Je suppose que toi et ton père devraient accepter que mes talents sont davantage faits pour les salles de réunion que pour les cuisines. » David sourit en observant la scène. Au cours des derniers mois, il avait vu Victoria se transformer d'une cadre froide et calculatrice en une femme découvrant la joie dans les choses simples de la vie. Elle avait commencé à travailler moins, déléguer plus de responsabilités et consacrer du temps véritable à construire des relations sincères. La sonnette retentit, interrompant le moment familial. Victoria fronça les sourcils, il n'attendait pas de visite à cette heure. Lorsque David ouvrit la porte, il trouva Harold Watson tenant une pile de documents et souriant d'une manière qui laissait présager des nouvelles importantes. « Désolé d'interrompre votre petit déjeuner en famille », dit Watson en entrant et en saluant tout le monde. « Mais vous devez entendre ce qui est arrivé à James Morrison. » Depuis sa prison, Morrison avait tenté de négocier avec les procureurs, offrant des informations sur d'autres scandales de corruption en échange d'une peine réduite. Ce qu'il ignorait, c'était que ces révélations allaient finalement exposer un réseau encore plus vaste d'injustices opérant depuis des années à New York. Morrison a été condamné à 20 ans de prison, annonça Watson. Sans possibilité de libération conditionnelle. Plus important encore, les enquêtes qu'il a provoquées ont conduit à l'arrestation de 17 autres individus impliqués dans des schémas similaires. Victoria hocha la tête avec satisfaction, mais David semblait pensif. Ça veut dire que d'autres personnes comme moi ont aussi été vengées. Exactement, confirma Watson. 6 victimes antérieures de Morrison ont vu leurs peines annulées et ont reçu des compensations substantielles. 2 hommes emprisonnés pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis ont été libérés hier. Lily, qui écoutait attentivement, demanda avec sa curiosité enfantine, « Ça veut dire que papa a aidé d'autres gens juste en étant courageux ?» David s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de sa fille, touchant doucement son visage. Parfois, Lily, quand nous faisons ce qui est juste, cela inspire d'autres personnes à faire aussi ce qui est juste. Comme des vagues sur un lac. La métaphore était parfaite, et Victoria sentit son cœur se réchauffer en voyant comment David trouvait toujours des façons de transformer des leçons complexes en sagesse qu'un enfant pouvait comprendre. Après le départ de Watson, les 3 s'installèrent dans le salon, où Lily travaillait sur un nouveau dessin. Cette fois, elle avait dessiné non seulement 3 figures sous un arc-en-ciel, mais toute une famille incluant Mrs. Shane, Watson, et même certaines des personnes que David avait aidées indirectement grâce à son courage. « Regardez », dit Lily en montrant fièrement son dessin, « j'ai dessiné notre grande famille. Parce que la famille, ce n'est pas juste ceux qui ont le même sang, un papa. » David et Victoria échangèrent un regard émouvant. La sagesse de cet enfant de 8 ans capturait quelque chose que beaucoup d'adultes mettent des décennies à comprendre. Victoria prit le dessin délicatement, étudiant chaque figure colorée. « Lily, puis-je te poser une question importante ?» La fillette hocha la tête sérieusement. « Comment te sentirais-tu si je t'adoptais officiellement? Pas pour remplacer ta mère, mais pour garantir que nous serons toujours une famille, quoi qu'il arrive. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes de joie. « Ça veut dire que tu serais vraiment ma maman? Et je pourrais t'appeler maman parfois? »« Si tu veux, » murmura Victoria, sa voix elle aussi brisée par l'émotion. David observa cet échange le cœur débordant. Il avait passé des années à craindre de ne pas être suffisant pour Lily, qu'elle ressentirait un vide de figure maternelle. Maintenant, Victoria avait comblé ce vide d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. 2 semaines plus tard, ils étaient au tribunal pour finaliser l'adoption. Le juge, un homme plus âgé qui avait suivi l'affaire Morrison à travers la presse, sourit en voyant la famille peu conventionnelle devant lui. « Je vois rarement des cas d'adoption où il y a autant d'amour évident entre toutes les parties, » commenta-t-il. « Lily, es-tu sûre de vouloir que Victoria soit ta mère légale? » « Oui, monsieur le juge, » répondit Lily avec tout le sérieux qu'elle put rassembler. « Elle brûle le bacon, mais elle m'aime beaucoup. » La salle d'audience éclata de rire, et même le juge dut s'essuyer les yeux avant de poursuivre la cérémonie. Après la finalisation de l'adoption, ils allèrent célébrer au même restaurant où tout avait commencé, le Grand Metropolitan Hotel. Mais cette fois, ils étaient là comme invités d'honneur, et non comme employés ou suspects. Le nouveau directeur général,
engagé après le licenciement massif qui avait suivi le scandale Morrison, les accueillit personnellement. L'hôtel avait mis en place de nouveaux protocoles de formation axés sur la dignité et le respect, utilisant l'histoire de David comme étude de cas sur l'importance de traiter toutes les personnes avec humanité. Pendant le dîner, Victoria porta un toast spécial. À Richard Blackstone, qui m'a appris que la vraie valeur ne se mesure pas en dollars, mais en caractère. À David, qui m'a montré ce que signifie avoir une vraie famille. Et à Lily, qui m'a appris que l'amour n'a pas de limite quand il vient du cœur. David leva son verre, regardant autour de la table les deux femmes qui avaient transformé sa vie complètement. Aux secondes chances, dit-il simplement, et aux familles que nous choisissons de construire. Alors qu'il trinquait, Lily fit une annonce inattendue. « Maman Victoria, papa, j'ai décidé ce que je veux devenir quand je serai grande. »« Quoi donc, ma chérie ?» demanda Victoria. « Je veux aider les gens comme vous deux aidez. Je veux être avocate comme M. Watson pour défendre les innocents, et entrepreneuse comme maman Victoria pour utiliser l'argent pour de bonnes causes, et courageuse comme papa pour toujours défendre ceux qui en ont besoin. » David sentit des larmes lui monter aux yeux en entendant sa fille formuler une vision de vie qui combinait le meilleur de ses deux parents adoptifs. 6 mois plus tard, Victoria avait complètement restructuré son entreprise, créant une fondation dédiée à aider les familles ouvrières et à veiller à ce que des cas comme celui de David ne passent plus jamais inaperçus. David avait utilisé une partie de son héritage inattendu pour ouvrir une école technique offrant une formation gratuite aux jeunes des quartiers défavorisés. Mais le plus important était qu'ils avaient découvert quelque chose que l'argent ne peut acheter. Une famille construite sur l'amour, le respect mutuel et l'engagement partagé de rendre le monde meilleur. La veille de Noël de cette année-là, tandis qu'il regardait Lily ouvrir ses cadeaux sous le sapin, Victoria murmura à David « Mon père serait fier de ce que nous avons construit ensemble. »« Il serait fier de toi, » répondit David. « Tu es devenu exactement le genre de personne qu'il espérait que tu sois. » Et à ce moment-là, tandis qu'ils regardaient leur fille rire avec un abandon complet, ils surent tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle fortune. Ils avaient trouvé un foyer. La véritable richesse, après tout, ne réside pas dans les comptes en banque ou les propriétés. Elle se trouve dans les liens que nous tissons, dans les vies que nous touchons et dans le courage de toujours faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Si cette histoire a touché votre cœur autant qu'elle a touché le nôtre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires célébrant le pouvoir